Avec M. Mamadou Ndiaye, président du Parti républicain démocratique du Sénégal. Démocrate du Sénégal. Démocrate du Sénégal. Monsieur Ndiaye, vous avez mis en place une formation politique, en tout cas pour jouer votre rôle dans le concert, en tout cas, enfin pour le développement de notre pays. D'abord, quelles sont vos ambitions politiques? Mes ambitions politiques, d'abord je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité quand même de m'exprimer devant vous, mais aussi devant les Sénégalais. C'est une opportunité que je vais saisir pour m'adresser aux Sénégalais qui auront l'occasion de me lire ou bien de me voir. Pour répondre à votre question, mes ambitions sont simples. C'est faire du Sénégal un pays où il fait beau vivre. Un pays où, quand on a faim, on pourra manger. Quand on a soif, on aura de l'eau potable pour boire. Quand on est malade, on pourra se soigner. Et quand on a une formation, un métier ou bien un diplôme, qu'on puisse trouver du travail. Voilà mes ambitions pour le Sénégal. Et c'est des ambitions qui ne sont pas ordinaires parce qu'il va falloir forcément passer par la politique. C'est pourquoi je les ai liés, je les ai corrélés, si vous voulez, à mes ambitions politiques. Le président Macky Sall avait décrété dès son accession au pouvoir le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, avec le recul, 4 ans après, quel bilan portez-vous sur son programme? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important pour un pays, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas du béton, mais c'est le mieux-être. Et le mieux-être est sous-jacent à des, si vous voulez, à des choses qui sont primaires. Je dirais primaires parce que tout de suite, quand j'ai parlé de la gestion du problème de la faim, la prise en considération du problème de santé des populations, mais aussi la gestion de la problématique de l'emploi au Sénégal, je pense que tout cela, mis ensemble, est ce qui doit définir, si vous voulez, le bien-être des populations. Maintenant, après lecture de ce qu'on voit dans ce pays-là, après 4 ans, 5 ans, est-ce que ce problème-là demeure entier? Et je dirais oui. Je dirais que vous descendez au fin fond de la campagne, les gens sont dans des situations, ils mènent une vie très précaire, où il est difficile de trouver de quoi à manger, ou bien, parce que aussi, manger, c'est pas remplir son ventre. Manger, c'est faire en sorte que ce que nous mangeons, qu'il y ait quand même des valeurs nutritives. Et ce qui se passe au fin fond de la campagne est totalement différent de cela. Donc, en descendant au fin fond de la campagne, les gens ne mangent pas à leur faim. Ils boivent de l'eau totalement salée, ce qui expose leur santé. Et au niveau de la santé, les populations n'arrivent pas à savoir où mettre la tête. Quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit une ordonnance kilométrique. Tu n'as pas de quoi manger, comment tu vas avoir de quoi acheter une ordonnance? Est-ce que vous voyez? C'est une situation alarmante. Et ajouter à cela la problématique du chômage dans ce pays. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'évolution? Est-ce qu'on peut parler de l'émergence? Est-ce que vous voyez? Donc, je dirais que ma lecture, c'est que on n'est pas là où on devait être. Ouais. Donc, cela veut dire quoi? Que le plan émergent nous a pas encore donné satisfaction. Êtes-vous candidat pour la présidentielle de 2019? C'est mon intention. Maintenant, l'homme propose, Dieu dispose. Ce que je veux, c'est être candidat aux élections présidentielles 2019. Et quel sera votre programme alternatif par rapport à ce qui se fait jusque-là? Écoutez, bon, je pense qu'en observant ce que vous voyez ici, qui est ma profession de foi, nous nous sommes dit que ce pays ne peut être développé tant que l'agriculture n'est pas prise comme une priorité. Est-ce que vous voyez, quand on dit dans ce pays que notre économie repose à 70% sur l'agriculture et que les paysans eux-mêmes de ce pays sur qui l'économie repose à 70% ne s'activent que 3 mois l'année, allez-y voir ce que cela signifie.
au moment où, sous d'autres cieux, 24 heures n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, nous, on base notre économie sur des gens qui ne s'activent que 3 mois l'année. Je pense qu'il est impératif que, si vous voulez, des décisions soient prises afin qu'on puisse maîtriser l'eau, mais aussi afin de pouvoir permettre aux paysans de s'activer davantage. Parce que, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne s'activent pas suffisamment? C'est parce qu'on a un problème de maîtrise d'eau. L'eau n'est pas disponible. Nous ferons en sorte que, quand on va prendre le pouvoir, que l'agriculture, l'élevage et la pêche seront, si vous voulez, les premières priorités de notre gouvernement. On fera en sorte que les paysans puissent cultiver, s'ils le veulent, s'ils le désirent, 9 à 10 mois l'année. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va faire en sorte que l'eau soit disponible pour les populations. Est-ce dire que ça sera facile? Non, pas du tout. Mais quand un secteur de votre économie représente 70% de votre économie, y investir, je pense qu'il n'y a rien de plus légitime. Donc, après ce secteur, il y a, si vous voulez, le secteur de la santé. Je pense qu'on dit souvent, est-ce que vous voyez, il est impératif qu'on regarde quand même le secteur de la santé pour voir comment on peut faire en sorte que les populations puissent se soigner quand elles sont malades. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Parce qu'aller à l'hôpital et avoir une prescription qu'on ne peut pas payer, je pense que ça, c'est pas prendre des soins. On sait ce qui se passe. Regardez, vous allez au fin fond de la campagne. Vous avez une dame qui est enceinte, après 9 mois, elle est prête à accoucher. Nous sommes au fin fond de la campagne. C'est un mardi ou bien un mercredi où ceux qui sont plus nantis au village ne sont pas venus en week-end, donc c'est les populations autochtones qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Aux environs 1h du matin, 2h du matin, elle pique, elle commence à travailler. Ce qu'il faut, elle a besoin d'assistance pour accoucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'ambulance. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul choix qui reste à cette dame et à ses parents, c'est de la mettre sur une calèche, d'âne ou de cheval, pour l'amener à l'hôpital. Dieu sait ce qui peut se passer entre le village et l'hôpital. Et je pense que nous sommes au XXIe siècle. Je croyais qu'on avait dépassé ce stade où vraiment nos braves femmes perdaient leur vie à la suite d'accouchement. Ça fera partie de nos priorités. Nous allons faire en sorte que les services de santé soient de plus en plus proches des populations. Faire en sorte que quand quelqu'un est dans le besoin médical, qu'il soit pris en charge. Troisième élément, l'éducation. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que nous savons tout ce qui se passe. La seule chose que je dirais, c'est qu'il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités. Que cela soit les enseignants, le pouvoir et la société civile, qui se rencontrent autour d'une table, que les enseignants disent ce qu'ils veulent et que l'État dise ce qu'il peut. Et que des engagements soient pris et respectés. Est-ce que vous voyez? Je pense que c'est la seule chose qui pourra, avec l'arbitrage de la société civile, c'est la seule chose qui pourra faire changer les choses dans ce pays-là, du point de vue enseignement. Parce que quand même, nous sommes en train de sacrifier l'avenir de la jeunesse. Si on dit que demain, l'avenir de demain repose sur ces jeunes, qui aujourd'hui peinent à suivre les cours pendant 6 mois consécutifs, il y a problème. Donc, où va le Sénégal? Je pense que c'est une question qui est pertinente, à laquelle tout le monde doit tenter de trouver une réponse, parce qu'elle interpelle tout le monde. Quatrième point, les infrastructures. Je pense qu'il faut aller... les infrastructures représentent un élément fondamental dans le développement d'un pays. Je vais donner 2 exemples. Du 22 au 31 décembre, nous avons fait une tournée nationale, parce que nous avons fait le tour du Sénégal. Nous sommes partis d'ici, nous sommes allés à Meké, Kébémer, Louga, Saint-Louis, Richard Toll, Podor, Ourossogui. Nous sommes allés à Matam, Kanel, Bakel, Goudiri, Tamba, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Bignona, et on est rentré à Dakar. Mais il y a des choses qui sont passées, que nous avons vues quand, entre Kanel et Bakel, c'est 100 km. 100 km. Ça nous a pris 5 heures de temps plus pour le faire. Regardez une dame qui aujourd'hui devrait
accoucher à Bakel et qui n'a pas le soutien dont elle a besoin pour accoucher à Bakel, et qu'on doit évacuer, par exemple, à Ourossogui ou à Matam, qu'est-ce qui va se passer? Je ne parle pas de Kanel, hein, je parle de Ourossogui ou Matam. C'est-à-dire quitter, pour nous, quitter Kanel pour aller à Bakel nous a pris 5 heures, plus de 5 heures de temps. Qu'est-ce qui va arriver à cette dame qu'on devrait évacuer de Bakel à Ourossogui ou Matam? Donc, les infrastructures ont un rôle important dans le développement d'un pays. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a des, je pense, entre un département et un département, entre une région et un département, les routes doivent être bitumées et être dans d'excellentes conditions. Est-ce que vous voyez? Cinquième point, c'est, non des moindres, c'est la technologie de l'information et de la communication. Nous savons tous ce que cela rapporte. Si nous voulons refuser d'être derrière en Afrique, ou bien dans le monde, il va falloir qu'on embrasse la technologie de l'information et de la communication, avec des projets qui sont innovatifs, qui pourront permettre à ce pays de faire partie des pays qui vont jouer les premiers rôles dans, je ne dirais pas dans la sous-région, mais dans l'Afrique, dans le continent. Donc, c'est ça, ça sera notre priorité, et c'est de ça que nous discutons avec les populations à chaque fois qu'on les rencontre, pour les faire comprendre que nous sommes conscients de vos situations. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres priorités, mais si on veut les classifier, c'est comme ça que nous les prenons. Il y a la sécurité, qui est un problème fondamental dans ce pays-là. Hein? Avec ce que nous voyons dans ce pays, on négocie les gens à tort et à travers. Hein? Aujourd'hui, dans des quartiers qu'on considère étant des quartiers résidentiels, hein? On fait du pickpocket, on voit des gens perdre le téléphone, des dames perdre leur sac parce qu'il y a des, comment on appelle ça, il y a des scooters qui passent pour arche. C'est extraordinaire. La problématique de la sécurité, c'est un problème qui est fondamental, qui doit être pris en compte dans ce pays-là. Ouais. Monsieur Dia, également, il y a les législatives qui profilent à l'horizon. Aujourd'hui, la date initialement prévue du 2 juillet a été décalée jusqu'au 30. Est-ce que vous allez participer aux législatives avec votre liste unique ou dans le cadre d'une coalition? D'abord, je regrette que le manque de concertation, parce que quand même, nous sommes dans une démocratie, les décisions, on les prend, on doit les prendre ensemble. Donc, s'il y a un changement dans quelque chose, je pense que c'est impératif, c'est important. On ne dit pas que le changement n'est pas légitime, mais il faut en discuter, avoir l'adhésion de tout le monde, si on veut être réellement démocrate dans ce pays-là. Je regarde la question de, comment on appelle ça, la question des députés, par exemple, où dans le référendum, on parlait de 10 députés. Après, maintenant, en sujet, on dit qu'il y aura 15 députés. On change la date du 1er juillet au, je pense, c'est 30 juillet. Oui. Et je pense que tout cela devait être discuté ensemble afin que les uns et les autres soient bien imprégnés des raisons qui ont amené ces changements-là. Maintenant, quant à notre participation aux élections, ça c'est évident. Nous, les transformations que nous voulons faire dans ce pays, il est impératif que nous soyons bien représentés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale joue un rôle important dans, si vous voulez, la démocratie d'un pays. Il est important pour qu'un pays qui se respecte et qui veut, par exemple, diriger ce pays demain, il est important qu'il soit représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Et oui, nous y serons. Nous allons participer aux élections législatives, Inch'Allah. Quant à est-ce que nous allons aller en coalition ou aller seul, non, on y va seul. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir avec nous, travailler avec nous sans condition, on est preneur. Mais on ne va pas venir nous imposer des conditions pour dire voilà les conditions dans lesquelles on va partir aux élections. Sinon, nous, notre préférence, c'est d'y aller seul, afin de mieux pouvoir quand même jauger notre représentatif dans ce pays-là. Que représente le parti, le PRDS dans ce pays-là? Nous voulons le savoir. Et je pense que notre présence aux élections législatives devrait être, si vous voulez, un élément révélateur. Sur le plan diplomatique également, le candidat qui a été présenté au Sénégal, qui a été présenté par le Sénégal pour briguer la présidence du Conseil, la Commission de l'Union africaine, a été défait par son challenger tchadien. Vous parlez d'un échec diplomatique? Ah mais oui, qu'est-ce qu'on peut dire après?
qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ne peut être qu'un échec diplomatique. Je pense qu'avec tout le tapage qui a eu lieu sur cette candidature, nous avions espoir quand même que notre candidat allait passer. Mais ça nous donne une leçon. C'est un signal très fort pour nous, qu'on comprenne que il faut regarder comment les choses se passent en diplomatie. Je ne suis pas un diplomate, hein, mais ce que les gens disent devant vous et ce qu'ils font derrière vous, je pense que c'est deux choses différentes. Ce qui amène vraiment un problème de confiance. Comment est-ce qu'on peut collaborer sans la confiance? Parce que moi, je dis, personne aujourd'hui n'aurait cru que Bachir n'allait pas passer. Malheureusement, il y a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été respectées. C'est comme ça que je le dis. Et pourquoi cela a eu lieu? Je pense que c'est un camouflet qu'on a jeté à la diplomatie sénégalaise. Maintenant, il va falloir qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, qu'on essaie de revenir sur les bases et essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé, essayer de réparer et repartir sur de nouvelles bases. Une dernière question, il y a le problème également de la Gambie, avec la crise qui a connu son épilogue récemment. Aujourd'hui, quelle appréciation jetez-vous sur le rôle que le Sénégal a joué, en tout cas dans le cadre des forces de la CEDEAO? Bon, ce que je peux dire, le Sénégal, je dirais qu'il a joué un rôle fondamental, pour ne pas dire un rôle central. C'est une crise qui est vraiment regrettable, parce que moi je dis que dans la démocratie, quand on reconnaît qu'on a été battu, même si après on y doute, on ne doit pas revenir en arrière. Et malheureusement, ce que le président Diamé a fait, heureusement qu'une issue heureuse pour les populations gambiennes, parce que ce qu'il fallait redouter, c'était d'éviter qu'il y ait bain de sang en Gambie. Heureusement. Et pour cela, je dis vraiment, nous allons donner un coup de chapeau à la CEDEAO et remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin, si vous voulez, contribuer au dénouement sans bain de sang de cette crise gambienne. Merci beaucoup, monsieur. Votre dernier mot. Dernier mot, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité qui quand même est fondamentale pour un parti politique. Je pense qu'il est de notre devoir de donner notre avis dans, si vous voulez, les questions qui sont d'actualité dans ce pays, qui sont très importantes pour notre pays. Et vous m'avez donné l'opportunité de m'y prononcer. C'est pourquoi je vous remercie et à très bientôt. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois et que l'opportunité sera encore donnée de nous revoir, de nous rencontrer et discuter. Merci beaucoup.